That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un film qui sort dans les salles le 21 septembre. Le film s'intitule 140 km à l'ouest du paradis. Il est réalisé par Céline Rouzet et je remercie Stanislas Bogdry pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et Céline est là pour nous en parler de ce film. Comment allez-vous ? Très bien. Merci en tout cas d'avoir fait l'effort d'être là pour parler de ce film. Alors, pour ne pas me tromper dans les caractérisations du synopsis, je vais juste lire les quelques lignes du dossier de presse. Alors, le film dit, au cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Highlands attirent les touristes avides d'exotisme et les firmes pétrolières étrangères. Et c'est là que se rassemblent chaque année des tribus payées pour danser. Et c'est aussi là, loin des regards, qu'une famille Uli et son clan ont cédé leur terre à ExxonMobil en rêvant de modernité, mais l'argent ne vient pas. La première question que j'aimerais vous poser, c'est la manière d'ouvrir le film, qui est belle, qui est étrangement belle et en même temps assez incroyable. J'ai l'impression que ce que vous montrez, ce que nous voyons, c'est-à-dire il y a une espèce de fête où il y a beaucoup de gens, des touristes qui sont là, qui prennent des photos, qui filment de près des rites comme ça traditionnels. Et il y a une distanciation quand même parce que vous filmez aussi. Il y a une certaine distanciation. On est très troublé par ce que l'on voit. Et est-ce que le film en lui-même, finalement, c'est aussi une manière de questionner la notion de voir aujourd'hui, à savoir, est-ce que vraiment on voit les choses? Est-ce qu'on arrive à les voir autrement, les choses? Ou les choses, quand je dis les choses, ça peut être des objets, mais c'est aussi des êtres humains, bien évidemment. C'était surtout oui, de questionner notre regard et notre rapport au monde, en fait. Enfin, ça fait beaucoup de dire ça, mais c'est vrai que on continue, nous, de visiter des lieux qui n'ont pas accès au nôtre, à notre monde à nous. Et c'était de révéler aussi l'incongruité et la violence de notre présence là-bas et à quel point peut-être on se trompe. En fait, on va avoir des lieux comme ça. Nous, on va braquer nos objectifs sur des tribus en costume payés pour danser, en espérant retenir le temps, en espérant voir les survivants d'un paradis perdu. Et eux regardent vers nous en rêvant de modernité. Et il y a moi, ce qui m'intéressait, c'était de filmer cette impossible rencontre et d'aller filmer l'envers du décor, surtout parce qu'à 140 km de là se joue la même chose, cet impossible dialogue entre une firme étrangère, ExxonMobil, toute puissante, et une tribu qui a cédé ses terres, gorgée de gaz. Et voilà, et c'est vrai que après questionner le regard, oui, il y a plusieurs points de vue dans cette première scène d'introduction. Et d'abord, moi, ce que je voulais, c'était créer l'illusion qu'on était au milieu de cette tribu comme ça, vierge, pure. Il y a quelque chose de très beau dans cette danse, mais on prend un peu de distance, on s'éloigne. Si j'avais eu des rails, j'aurais fait un travelling arrière. Et en fait, tout à coup, on réalise qu'il y a plein de touristes autour qui, eux, sont même aussi en train de nous photographier. Enfin, il y avait vraiment ce jeu-là, voilà, qui regarde, qui est regardé, et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et cette séquence-là, est-ce que quand vous avez commencé à construire le film, à le monter, est-ce que très vite, c'était quelque chose qui était évident pour vous, c'est d'introduire le film, d'ouvrir le film avec cette séquence-là, ou c'est arrivé par surprise, par un pur hasard? Non, je l'avais vraiment pensé. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que peu de gens à qui j'en parlais comprenaient cette envie du début, de ce type de début. Et ça a été un combat quand même, cette intro, pour moi, jusqu'à assez tard dans la fabrication du film. Mais en fait, pour moi, ça devait commencer par ça, parce que ça raconte bien plus. En fait, on n'est pas juste dans la simple observation d'une situation qui est une entreprise étrangère vient exploiter des ressources naturelles dans un pays. Je trouvais que ça racontait une histoire d'invasion et de colonisation qui se répète, une histoire de... encore une fois, nous, notre rapport au monde, c'est quand même un rapport... on arrive dans un lieu, on veut photographier ce qui nous rassure, ce qui nous intéresse, et on ne regarde pas ce qui est en train de se passer juste à côté. Et je trouve qu'on s'entretient dans ce fantasme qu'il existe encore une nature préservée, des peuples vivant en harmonie, parce que ça nous rassure, alors qu'on est en train de détruire de l'autre côté. Et voilà, il y a une espèce de fabrication de sanctuaires comme ça qui
qui fait qu'on s'entretient dans une illusion, et j'avais envie de briser ça dès le départ. Et de dire, moi, je veux autre chose. Voilà. Et cette séquence-là, elle a été filmée au tout début de votre tournage ou c'était pratiquement au milieu, voire même à la fin? En fait, le tournage, il s'est fait en plusieurs fois, mais notamment il y a eu 2 tournages à 5 ans d'intervalle. Et ça j'ai pu le faire au début du deuxième. C'était vraiment la première séquence 5 ans après, quand on est revenu tourner avec la même équipe, donc Zoltan Oville et Grégory Lemaître. Et ce qui est marrant, c'est que ça les a tout de suite. D'ailleurs, l'équipe a elle-même été. Ils avaient peut-être un peu de mal à comprendre que je veuille passer par là parce qu'on était tellement immergés dans cette famille et ce clan. Donc pourquoi aller à 140 km ça paraissait étonnant. Et en fait, ça leur a immédiatement parlé. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Je trouve que c'est aussi, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est aussi 800 groupes linguistiques différents. Et voilà, c'était aussi une manière d'élargir le regard. Ce pays, la porte d'entrée, la porte d'accès à ce pays pour les Occidentaux qui ne sont pas des firmes, c'est cette attraction touristique qui est l'une des plus importantes du pays. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que cette attraction, elle est héritée de l'époque coloniale. D'abord, ça a été inventé par les colons pour donner le sentiment qu'on unifiait, qu'on contrôlait le territoire et pour faire se rencontrer des tribus qui se faisaient la guerre ou qui ne se connaissaient pas et donner comme ça une sensation de contrôle du pays au monde extérieur. Donc l'événement colonial est devenu une attraction touristique. Et je trouve que ça a vraiment du sens, c'est pas gratuit, quoi. Dans la séquence, il y a même ce garçon au tout début que en tout cas, la caméra est là, elle le voit et elle insiste beaucoup. Et je me disais, ce garçon, dans quelques années, s'il voit ces images, comment il réagirait? Je me posais cette question bizarre, peut-être. Ça, de me la poser à ce moment-là, je me la posais cette question, alors qu'on est au début du film. Et ce qui est très drôle, c'est que beaucoup plus tard ensuite, vous filmez un groupe d'hommes qui sont en train d'expliquer pourquoi ça ne va pas. Il y a un vieux qui demande, qui vous dit, il faut écrire, il faut dire dans les journaux. Et il y a quelqu'un à côté qui dit, non, ne t'inquiète pas, elle est en train de filmer, c'est filmé. Et un jour, on verra ça, les enfants verront ça. Et je me disais, cet enfant-là que vous filmez dès le début, mais dans quelques années, s'il voit cette image, comment il réagirait? C'est ça que il y avait ce hors-champ qui était là constamment. Je pensais, voilà, il y avait un hors-champ qui était assez intéressant. Et je me posais cette question-là. Oui, je me pose aussi la question parce que c'est vrai qu'on le filme, on est aussi complice de ce qui se passe. On le filme, il est dans cette attraction touristique, il en fait partie. Nous, on le filme différemment des touristes, mais finalement, on utilise aussi son image. Après, ce que je trouve très beau chez lui, c'est que il y a ce regard on lit tellement de choses dans son regard, à la fois un désespoir, une fierté, énormément d'élégance, une forme de lassitude, quelque chose de perdu aussi. On est dans son regard aussi à mesure qu'il s'avance et on voit les jambes nues des hommes de son clan et les jambes habillées, les chaussures des touristes et on voit l'espèce de chaos, de monde sans aucun sens dans lequel il se retrouve. Moi j'ai le sentiment quand même qu'on est perdu avec lui et après il a ce regard et je trouve qu'il nous questionne et tout à coup et ce film c'est ça que je voulais produire, c'est effectivement des gens qui tout à coup nous retournent la question, nous regardent et s'adressent à nous et nous impliquent. Et cette scène d'introduction, je crois qu'elle dit ça. Et vous, qu'est-ce que vous en dites, quoi? Qu'est-ce que vous faites de tout ça, en fait? Et ça fait combien de temps exactement que cette manière comment dire, de capter le réel, cette envie de capter le réel de cette manière-là, de raconter ces histoires-là, c'est en vous depuis combien de temps, ça? En fait, j'ai commencé à faire de la radio. En tout cas, la Papouasie, ça fait plus de 10 ans que je voyage là-bas. J'ai commencé par faire des documentaires radio, une enquête pour Le Monde Diplo. Donc voilà, ça fait pas mal de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce voyage du Goroka Show ou du Hagen Show, parce que c'est à peu près la même attraction touristique, jusqu'à Heights Fort, qui est donc l'endroit où ExxonMobil exploite le gaz naturel, c'est le même voyage que j'ai fait, mais ça m'a pris 10 ans. Et je crois que, en fait, la première fois que je suis allée en Papouasie, j'étais jeune. J'avais ce fantasme de trouver justement un monde comme ça, préservé, d'aller rencontrer des tribus. Et je me suis évidemment heurtée à un pays qui était infiniment plus complexe et violent. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé
j'étais encore étudiante, donc je prenais des photos. Et je prenais des photos avec un effet de flou derrière, avec des enfants ou des gens. En fait, je gommais le décor. Je rendais tout. C'est marrant ça. Nature, en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était ce qui se passait autour. Et c'était en fait les grillages, les barbelés, la tôle brûlée, les canettes de coca, tout ce qui peut faire en fait leur monde, les téléphones portables. Et petit à petit, et puis ces costumes qu'on voit, je pense, beaucoup dans le film, cette espèce de mélange entre les costumes occidentaux, mais qui sont en fait des fripes, donc des casquettes, sweats, etc. Et puis, ils vont se mettre des parures encore dans les cheveux. Et prendre à l'époque, il y avait des masques, les masques qu'on connaît bien maintenant avec le Covid, mais eux avaient commencé à les mettre et c'était un objet de mode. Enfin, voilà, cette espèce de bordel dans lequel ils sont. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui raconte ce mélange des mondes dans lequel ils sont aujourd'hui, et qui est très brutal par rapport à nous. Et l'idée de faire ce film-là est apparue, j'imagine, pas forcément, c'était pas aussi évident que ça, c'était arrivé progressivement, ça s'est fait en plusieurs fois? Ben oui, parce que j'avais, enfin voilà, premier voyage, c'était donc un désir d'aller chercher voilà une nature, un monde assez préservé. Et puis j'ai très vite compris que ce qui était intéressant, c'était le regard enfin, notre influence occidentale sur ce pays et le choc des mondes. Et donc j'ai commencé à faire un documentaire radio à Tabouville dans la province de l'Ouest sur une petite ville australienne, enfin une ville minière bâtie à l'australienne et c'était encore une autre, c'était, je crois, BHP Billiton qui exploitait l'or et le cuivre là-bas. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à cette problématique. Et donc voilà, ça a été plusieurs documentaires radio, une enquête, mais jusqu'à vouloir, pourquoi ce film? Parce que j'avais envie de les voir vivre. La radio, c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est beaucoup du témoignage, parler, Là, j'avais envie de quelque chose de plus visuel aussi. Et surtout, en tout cas, dans ce film, ce que je veux, c'est vraiment rendre leur humanité, qu'on arrive à se rapprocher d'eux, à se mettre à leur place. Et sachant qu'on parle d'un monde, les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a été exploré extrêmement tardivement par les Occidentaux. Donc en 1930, c'était le premier contact. Et qui reste encore extrêmement distant d'une autre. C'est encore une terre tribale où on se fait des guerres avec des arcs et des flèches et des armes à feu maintenant. Enfin, ils ont encore vraiment des traditions très fortes et c'était vraiment un énorme défi voilà, de se rapprocher d'eux, de créer une relation de confiance et surtout, moi, ce que je voulais, c'est que le public soit touché par leur sort, en fait. Et, voilà, donc ça a été un travail comme ça de plusieurs années. Et, d'abord de m'immerger, de vivre avec eux. Ils ont construit quand on fait le film, en fait, on habite à l'intérieur du domaine de cette famille parce qu'ils ont construit une maison à l'intérieur de leur propriété familiale. Et puis il y a aussi quelque chose qui est assez, enfin je trouve que ce qui est assez important, c'est que autant à la radio, effectivement, on peut les imaginer, on peut les visualiser, ne serait-ce que par le son, mais j'ai l'impression qu'aussi à l'image, en tout cas ce que je vois dans le film, c'est qu'il y a aussi beaucoup de moments où vous les, enfin, ne serait-ce que de les filmer respirer, je crois que c'est peut-être même l'aspect, enfin, peut-être l'intention le plus importante du film, c'est de les entendre respirer, donc de les voir vivre et exister. D'ailleurs, ça renvoie aussi à la dernière séquence du film, du dernier plan du film, avec cette espèce de fou de village, comme ça. On a l'impression d'être dans un conte africain, parce que il y a toujours un fou comme ça dans les villages, qui généralement est le plus sage d'entre tous. Et c'est le rapport aussi à l'existence et comment filmer finalement des gens qui pensent qui veulent exister, mais par des je ne sais quel truchement, les autres veulent les voir disparaître. Ouais. Et il y a ce personnage de Tony qui est juste, j'ai envie de vous dire, qui est malheureusement une aubaine pour vous cinématographiquement, parce que là, pour le coup, à la radio, je ne sais pas comment vous l'auriez fait, mais en tout cas, dans le film, il est là, il est omniprésent. Alors, on se l'imagine comment il est, chacun sa manière de l'interpréter, mais on le voit, hein, il est tout là. Il est là, dans tous les plans, il est là. Et je trouve que j'imagine que ça a été peut-être une espèce de leitmotiv, si je peux me permettre. Une espèce de fil conducteur. Ouais. Alors après, quand j'ai pensé le film, il a mis 10 ans à se faire ce film à cause des financements, de plein de choses, tremblement de terre, guerre tribale, et il y a eu le décès de Tony.
Et donc, j'avais commencé à écrire le film avec Tony pour personnage principal. Donc, il a fallu un moment quand même réinventer toute l'histoire, se poser la question, est-ce que je continue pas? Puis évidemment, je me suis dit, bah, leur histoire, elle est toujours là, ces gens continuent d'exister, il faut parler d'eux, il faut les porter leurs paroles. Et Tony, donc c'était... Voilà, en fait, Tony était toujours cette présence. En fait, même quand je suis arrivée la première fois en repérage, il était cette espèce de présence-absence. Cette figure comme ça très importante qui planait au-dessus de cette famille. L'enfant, le fils prodige que tout le monde, qui était le porteur de la promesse de modernité, qui voulait emmener les siens vers la modernité, parce qu'il était plus éduqué, plus instruit que les autres, il parlait anglais, et donc il est devenu le chef à la place de l'aîné, ce qui a créé des conflits au sein de la famille. Mais il était déjà, comme beaucoup des big men et des chefs de village dans cet endroit, toujours en voyage à la capitale. Voilà. Et donc, dans un début de... pas de corruption, mais il était déjà en train de se perdre d'une certaine manière. Il essayait vraiment de... C'était vraiment quelqu'un de généreux qui essayait de faire le bien dans son village, mais il était très divisé, comme ça arrive à beaucoup des chefs de cet endroit. Et en fait, il est décédé. Et c'est toujours cette présence comme ça qui plane. Et d'ailleurs, dans le film, voilà, la sœur le voit en rêve, la mère aussi. Donc oui, pour moi aussi, en fait, sa mort n'était pas... Elle avait du sens dans le film, malheureusement, mais parce qu'elle raconte le délitement d'une société, elle raconte la mort des big men. Il n'est pas le seul à être mort. Et d'ailleurs, on assiste dans le film à une cérémonie funéraire d'un autre chef qui est aussi allé chercher l'argent à la capitale et qui s'est perdu de la même manière. Alcool, prostitution, etc. D'épuisement, enfin, parce que c'est des gens qui sont très déchirés et qui portent sur leurs épaules plus qu'ils ne peuvent soutenir. Mais vous évoquiez des repérages. Est-ce que vous avez filmé Tony? Oui. Ouais, j'avais des images de Tony. Mais très vite, je savais que... En fait, Tony, c'était vraiment un chef en devenir. C'est-à-dire qu'il n'était pas à la hauteur des chefs qu'on voit sur l'estrade. Et en fait, il se différenciait pas tant que ça des autres. C'était pas visuel, en fait, son statut de chef. Après, j'avais filmé une dispute entre lui et Omai, le frère aîné, où ils se menaçaient de mort tous les deux. Enfin, et ça, c'était une violence que j'avais peut-être pas envie de montrer au sein de cette famille. Mais voilà, en fait, les choses ont tellement peu changé entre le moment où j'ai filmé pour la première fois, j'ai filmé en 3 fois, une fois toute seule et puis ensuite 2 fois avec l'équipe. Et en fait, j'ai aussi filmé plusieurs meetings politiques, mais que j'ai mis dans la même temporalité dans le film parce que rien n'a changé, si ce n'est que les gens deviennent plus résignés et qu'ils perdent leur couleur d'une certaine manière. Les vêtements sont devenus un peu moins colorés. Mais en 5 ans, rien ne s'est passé pratiquement. Il y a beaucoup de choses profondément étonnantes dans votre film. Vous parliez des meetings. Il y a par exemple des moments comme ça où vous parlez aussi de violence. C'est vrai que ça parle beaucoup de violence, mais aussi parfois la violence elle peut se définir dans votre film par le ridicule que nous voyons à l'écran. Et je pense parfois à 2 meetings où l'on voit donc ceux qui sont plus ou moins, enfin ceux qui sont l'intermédiaire entre le peuple et cette industrie pétrolière, qui sont à la merci de cette industrie pétrolière et qui en gros dit au peuple il faut que vous abandonniez tout ce que vous avez, il faut que vous abandonniez tout ça pour le modernisme. Et ce qu'on entend, le discours de ces gouvernants que vous filmez en gros plan, il y a des moments, j'ai l'impression de me retrouver dans une fiction, vous savez, des années 60, 110, après l'indépendance des pays où généralement ce sont des films qui essaient de pointer du doigt le colonialisme, mais ils le font de manière maladroite parce que le fond il y est, mais il n'y a pas de forme cinématographique, c'est plus du discours. Et j'avais cette impression-là, mais je me disais, mais c'est pas possible, c'est assez incroyable. Et donc, il y a une violence très très forte. Et moi, pardonnez-moi de revenir encore sur votre position de cinéaste, mais je pense que c'est fondamental. À ce moment-là, comment vous réagissez? Comment vous êtes? Pourquoi filmer ça en gros plan? Pourquoi les filmer eux en gros plan? Et de temps en temps, vous faites un contre-champ sur le public, sur le peuple, et où on voit ces visages atterrés, et on se dit mais
ils vont tout casser, c'est pas possible. Ou alors il y a quelqu'un qui va dire couper, tellement que la scène est tellement ridicule que ça. Et moi, je me disais, mais comment elle fait à ce moment-là? Est-ce que le gros plan, ça la préserve? Enfin, voilà, il y a plein de questions comme ça que je me posais, mais ça m'intéresserait d'en savoir davantage peut-être là-dessus. Je crois que c'était surtout filmer la puissance, le pouvoir, et en gros plan, depuis cette estrade, on sent toute cette voilà, ce pouvoir, et en même temps, évidemment, quand on est proche des visages, il y a beaucoup de choses qui se lisent sur ces visages, et je sais pas, l'hypocrisie, surtout l'hypocrisie, je crois, et la flatterie, la séduction. Et je crois que depuis cette estrade, ce qui était assez fort aussi, c'était de pouvoir filmer ce peuple voilà, cette foule de regards atterrés, effectivement, et derrière les barbelés. Oui, derrière les barbelés. Par l'estrade et les pieds nus dans la boue. Enfin, voilà, on a vraiment ces politiciens et cette représentante d'ExxonMobil sur l'estrade, et puis ce peuple dans la boue, silencieux. Et en fait, ce qui était assez fou aussi, c'était ce meeting où c'est ExxonMobil qui organise la fête de l'indépendance, alors même qu'ils viennent exploiter les ressources naturelles du pays. Je trouvais ça hallucinant, enfin, d'un cynisme et une aubaine pour le film, évidemment, parce que c'est tellement parlant. Enfin, et le discours, effectivement, que la porte-parole d'ExxonMobil a, qui est quand même de dire qu'ils sont là pour préserver l'environnement et les traditions du peuple. Enfin, il y avait juste à enregistrer, quoi. Enfin, voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est cette entreprise de culpabilisation, mais qui ne vient pas que des politiciens, et qui disent effectivement, si vous en êtes encore là, c'est à cause de votre violence, c'est à cause de l'alcoolisme, lâchez vos armes et le développement viendra, lâchez les routes, en gros, tout est de votre faute. Et ensuite, on a ce prêcheur qui dit la même chose et qui est un héritier direct des missionnaires. Et on a cette prophétie aussi ancestrale qui vient dire aussi, puisque vous avez vendu le feu aux étrangers, alors votre monde disparaîtra et vous êtes coupable. Et voilà, moi, j'ai été. Enfin, ce peuple, c'est un peuple qui est en train de perdre le sens des choses, son langage, son autonomie et sa confiance en lui. Et c'est ça surtout que je voulais raconter. Et c'est un peuple qui sent qu'il est en train de disparaître et qui est en train d'essayer de lutter contre l'oubli. Et je crois que cette caméra, elle était d'une certaine manière un moyen pour lutter contre l'oubli. Comment vous avez... modestement, parce qu'évidemment, c'est pas... Non, mais je crois que c'est je pense que c'est primordial, ça, l'idée que le cinéma a été là à ce moment-là pour enregistrer quelque chose et qui va contrer ce qu'on appelle l'oubli, l'effacement. Je pense que c'est fondamental. Le film est je trouve que le film est extrêmement violent de par ce qu'il raconte, de par ce que l'on voit. Il y a même une séquence assez ahurissante où ça se passe de nuit, où vous expliquez en gros que vous filmez comme ça, vous êtes avec un groupe de villageois et on comprend que vous le dites qu'il est probable qu'il y ait une espèce de rixe comme ça avec des clans voisins et que ça peut très très mal se terminer. D'ailleurs, il y a eu d'autres exemples où ça s'est très très mal terminé. On parle de femmes et enfants tués à la machette. Et donc, c'est des moments vraiment assez incroyables. Et donc, c'est très violent. Mais, alors peut-être que je me trompe, la manière que vous avez donc structuré votre film, que vous l'avez monté, il y a comme ça un paradoxe incroyable, c'est que j'ai trouvé que la manière de cutter, la manière donc de monter le film, donc de raconter cette histoire, il y a une espèce d'espèce de douceur. Et c'est très très paradoxal avec ce que le film raconte. Voilà, il y a comme ça une espèce de paradoxe et j'ai trouvé que c'était intéressant d'utiliser ce paradoxe-là. Et ce qui fait que le film n'est pas discursif, mais qu'il est réellement un objet de cinéma, qui n'oublie pas qu'avant tout, on utilise pleinement le cinéma pour raconter ça. Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé que cette manière de structurer et de monter était assez... Il y avait une douceur, une forme de douceur, oui. Ben, ça me fait très plaisir d'entendre ça, parce que oui, je crois que, moi, ce que je voulais avec ce film, c'est que ce soit, c'est un film qui est entre violence et tendresse. Et il y a j'ai beaucoup de tendresse pour ces gens, et peut-être que cette douceur, c'est ça que vous ressentez, et je serais très heureuse si c'était le cas. Un exemple justement sur cette violence et cette douceur, c'est qu'on a fait le choix avec la monteuse Léa Masson de ne pas montrer par exemple les enfants qui jouent à la guerre tribale. Il y a vraiment cette séquence, on a rajouté de la musique. Oui.
très douce, qui est très belle, mais qui dit une violence aussi, parce qu'on a ces enfants qui jouent dans un jardin, mais qui miment la machette, qui miment vraiment la guerre, et une guerre qui est très violente. Et on a fait le choix de montrer cette séquence, enfin de la monter avant la séquence de guerre de nuit. Pour ne pas être dans quelque chose de trop larmoyant. Je pense que si on l'avait mise après, là, on était dans quelque chose de beaucoup plus sensationnaliste. Et on n'a pas voulu jouer de ça, en fait. On a essayé de rester quand même pudique et voilà, de pas trop utiliser les grosses ficelles, quoi. Est-ce que ce film, ils l'ont vu? Les gens que vous suivez, cette famille que vous avez suivie, la famille de Tony, est-ce que ce film, ils l'ont vu? Alors, il n'y a qu'une personne qui l'a vu pour l'instant et qui va aller le transmettre à la famille, c'est Max, le jeune homme qui veut travailler dans les ressources humaines. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la pandémie. Pendant 2 ans, le pays était complètement fermé. Moi, j'aurais voulu aller sur place, mais comme c'est violent, coûteux, etc., ça n'a pas encore été possible. Mais là, j'ai fini par envoyer un lien à Max. Ça me fait un peu peur de leur montrer comme ça parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, quoi. Donc ils ont pas d'ordinateur, ils ont pas. Mais lui était à Port Moresby et donc avait les moyens de le voir. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'a juste dit merci pour les efforts, merci pour le film, et il m'a surtout demandé comment ça allait et qu'il espérait me revoir. Et en fait, c'est un peu ça notre rapport depuis ce film. C'est pas des gens qui attendent après le film. Leur vie continue et ils se disent pas que ce film va les sauver. Je pense qu'ils étaient heureux ils avaient besoin d'exprimer quelque chose au monde, mais il y avait surtout une relation de confiance et un vrai lien qui s'est créé. Contrairement à ce qui peut se produire avec les autres occidentaux, malheureusement. Et finalement, nos conversations, ils me demandent assez peu après le film, en fait. C'est souvent, enfin même jamais, c'est plutôt comment va ta famille, comment ça va, et quand est-ce que tu reviens. Et voilà. Après, oui, je serais très curieuse de voir comment ils m'ont reçu. J'en saurai peut-être plus dans une semaine ou deux. C'était votre premier long métrage? Ouais. C'est ça. Et comme c'est un film que vous pensez depuis très 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 longtemps, et je pense que vous êtes passé à autre chose, j'ai cru comprendre que vous aviez tourné aussi un autre film, mais comment on en sort de ce film-là? Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que si j'ai bien compris, vous avez aussi appris la langue. Oui. Il y a un investissement qui est total. Et je voudrais savoir, au final, comment on en sort de tout cela, et est-ce que maintenant que le film sera montré officiellement dans les salles le 21 septembre, même s'il a fait plein de festivals, est-ce que c'est bon, on peut passer à autre chose? Est-ce que ça vous permet de passer à autre chose? C'est une grande question. Non, mais voilà, je crois que ça m'émeut rien que d'en parler parce que je crois qu'on s'en remet jamais vraiment. Et non, mais je crois que c'est un pays qui m'a tellement accompagnée, je me suis tellement construite avec ce pays, avec ces gens. Le lien que j'ai eu à eux est tellement différent de ce qu'on peut avoir ici. Enfin, et il y a eu une telle générosité de leur part et quelque chose. Voilà, la Papouasie, ça a été pour moi à la fois un cauchemar et un rêve parce que c'était hyper difficile aussi d'y retourner. J'avais très peur. C'est tellement violent, c'est tellement dangereux que c'était aussi. J'ai fait beaucoup de cauchemars en repensant à ce pays et en même temps ça m'attire et c'est et quand je suis revenue plusieurs fois, c'était un rêve et le tournage s'est passé de façon merveilleuse et c'était beaucoup de rire et très émouvant et tout le monde a pleuré et quand on s'est dit au revoir on a pleuré, on a fait des discours, donc voilà, donc je crois que c'est difficile, j'ai du mal à fermer la porte et donc voilà, ça continue de m'accompagner. Donc je suis pas. En fait, ça fait 2 ans aussi que j'attends la sortie du film. J'ai l'impression que c'est un accouchement comme ça sans fin. Donc je crois que voilà, il est destiné à m'accompagner longtemps. Je suis pas sûre que cette sortie-là change grand-chose, quoi. Même si ça fait bien quand même. Mais en tout cas, ça vous a juste rassuré ou assuré aussi le fait que faire des films, c'est très important. Il faut continuer, ça j'imagine. Oui, alors moi, ce que ça m'a appris surtout, c'est c'est de l'endurance et qu'en fait, il ne faut jamais lâcher et qu'effectivement, à un moment, ça marche, quoi. Enfin, ça, vraiment, parce que c'est vraiment un film j'ai eu 3 boîtes de production différentes sur ce film. Voilà, comme je vous disais, un tremblement. Enfin,
j'ai attendu année après année, et quand enfin je pouvais partir, tremblement de terre, un an des violences, il a fallu que l'armée soit envoyée sur le terrain pour que Omaï, un des chefs de la famille, me donne le feu vert pour venir. Et à ce moment-là, la deuxième boîte me lâche. Enfin, voilà, et Tony, c'était un film où tout me disait d'arrêter. Et parfois même certains amis me disaient mais pourquoi tu continues? Et en fait, moi je suis très heureuse d'avoir été jusqu'au bout, et voilà, et aussi parce que eux me l'ont bien rendu en fait. Quand les retrouvailles avec eux ont justifié tout le reste, quoi. En tout cas, je vous invite en tout cas à aller voir ce film. Il est distribué dans combien de salles, vous le savez ça? Je sais pas encore. Moi, en espérant que ça soit, comment dire, je vais utiliser un mot un peu, que ça soit bien éparpillé sur le territoire français. On croise les deux en tout cas. Ça sort le 21 septembre, ça s'appelle 140 km à l'ouest du paradis. On a dit très peu de choses sur le film, il faut le savoir, donc c'est à vous d'y aller, comme ça vous verrez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, c'était un plaisir, et puis je ne souhaite qu'une seule chose, c'est longue vie à ce film qui est vraiment très beau et important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.